Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur la télévision Espoir 47 et voici pour vous les titres. Le chef de l'État-fort, Essozimna Nyazingbe, rend gratuit les frais de différents examens au Togo. Cette mesure est l'une des promesses du président lors de la campagne présidentielle de février dernier. Plan international Togo a organisé un atelier de formation de 2 jours cette semaine à Kara à l'endroit de ses acteurs associés. L'objectif est de faire connaître les différentes politiques qui régissent les actions de l'institution. À l'étranger, aux États-Unis, Joe Biden, le président élu, dénonce la grave irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite. Trump parle de fraude massive sans preuve. Dans l'État de Géorgie, le recomptage confirme la victoire de Joe Biden. Et vous suivrez en fin d'édition les avis des concitoyens sur l'argent du petit déjeuner que les femmes réclament à leur mari en dehors du panier de la ménagère. C'était les grandes articulations de cette édition et bienvenue à tous. Les inscriptions aux différents examens CPD, BPC, probatoire Bac 2 et BTS sont désormais gratuites. Une décision prise par le chef de l'État-fort, Essozimna Nyazingbe. Cette mesure est l'une des promesses lors de la campagne présidentielle de février dernier. Brigitte Bayakassang. L'une des promesses de campagne du président de la République Faure Gnassingbé vient d'être concrétisée. Il s'agit de la gratuité des examens, c'est-à-dire la suppression des frais d'inscription pour les différents examens CEPD, BPC, probatoire, Bac et BTS. Une décision communiquée via une correspondance en date du 17 novembre adressée au directeur régional de l'éducation, au chef d'inspection de l'enseignement, au directeur d'école par le ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Dodi Kokoroko. Ce dernier a demandé que la mesure soit strictement observée et a invité les établissements qui ont déjà perçu de tels frais à les restituer immédiatement aux intéressés. Cette mesure devrait alors soulager parents et élèves des classes d'examen qui s'acquittaient de cette obligation. Rappelons que cette année académique 2020-2021 a débuté le 2 novembre dernier dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus. Les acteurs associés à plan international Togo ont pris connaissance des différentes politiques qui régissent les actions de plan international Togo. C'était lors d'une session de formation qui s'est tenue à Kara cette semaine. Yves Aguemon, correspondant E47 depuis Kara. Les politiques de plan international Togo, notamment genre transformateur et inclusion, sauvegarde et protection des enfants et jeunes et la prévention du harcèlement, exploitation et abus sexuels en période normale et en situation d'urgence, ont fait l'objet d'une rencontre mardi et mercredi dernier à Kara. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs des organisations de la société civile et des services techniques de l'État, des préfectures d'Assoli et de la COSA impliqués dans ces politiques. Le premier document qui est de la responsabilité de tous ceux qui travaillent avec Plan International, c'est la politique mondiale de sauvegarde des enfants et des jeunes. Cette politique-là, c'est une déclaration d'engagement, une déclaration des rôles et responsabilités de tous les acteurs qui s'imposent à tous ceux qui travaillent avec Plan, y compris le personnel. Ces personnes doivent connaître le code de conduite de cette politique de sauvegarde-là, qui les exige à toujours être vigilants et garder toujours en sécurité les enfants et les jeunes qui collaborent avec nous. Nous avons aussi 2 documents stratégiques qui viennent soutenir la politique de sauvegarde. Le premier document, c'est la politique mondiale de prévention du harcèlement
de l'exploitation et des abus sexuels. Pourquoi Plan International a mis un accent en ressortant ce document stratégique afin d'amener le staff, les associés, les partenaires à non seulement protéger les enfants par rapport à la politique de sauvegarde, mais aussi à protéger tous les individus contre les abus sexuels. En plus de cette politique de prévention du harcèlement et des abus sexuels, nous avons notre approche méthodologique pour atteindre notre résultat d'ici 5 ans. Cette politique, c'est la politique des gens transformateurs et l'inclusion. C'est une approche qui voudrait que dans le cadre de notre travail, nous faisons l'effort d'analyser les causes profondes dont les enfants sont victimes et qui occasionnent les violences faites aux enfants et aux filles et aux femmes. Des sessions de formation sont aussi prévues dans les préfectures de Bassa, d'Ouffelgou et dans la région des Savanes. D'une région à une autre, 770 bénéficiaires du projet EJV de l'ANADEB région maritime ont récemment suivi la formation en développement des affaires. Ceci pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus à la fin de leurs travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Alain Alowanou, correspondant E47 dans les Maritimes Est. Dans le but de mieux lutter contre la pauvreté et assurer un mieux-être aux populations, le gouvernement togolais a initié dans le cadre du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV, le programme de formation en développement des affaires FODA. L'initiative est pilotée par le ministère du Développement à la base à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, prend en compte cette année 11 villages dans la région maritime. D'abord, nous développons ici l'approche FODA en entrepreneuriat. C'est une approche qui est spécialement adaptée à la cible. Tu peux le réadapter comme tu veux selon la cible auquel tu fais face. Et nous développons tous les modules liés à l'entrepreneuriat adaptés à notre cible, qui est peut-être analphabète ou bien scolarisé, non scolarisé, ainsi de suite. Nos jeunes bénéficiaires, vraiment, c'est des gens très enthousiastes. Les difficultés que nous rencontrons sont d'abord liées au temps où nous avons choisi pour faire les formations. Vous savez, à cause de cette pandémie, nos programmes ont été en différé, mais ANADEB, dans ses efforts, a voulu forcément que les jeunes bénéficiaires bénéficient de ce programme. À travers ces rencontres, les bénéficiaires ont été conduits à retenir dans un premier temps une idée de projet et à terme asseoir une activité génératrice de revenus. Chaque participant doit être capable de générer une idée de projet. Après la génération, il doit être capable aussi de sélectionner, puisque au départ, il y a plusieurs idées qui leur viennent. Il doit pouvoir identifier et ensuite sélectionner la meilleure idée d'entrepreneuriat. Après cela, ils doivent être aussi capables de faire une étude du marché, connaître les éléments dont il a besoin pour pouvoir aborder plus tard le marché sur lequel il va se vendre. Il doit connaître aussi, à travers une étude technique, le matériel, les équipements dont il a besoin pour pouvoir faire son travail. Il doit aussi connaître quels sont les moyens financiers dont il a besoin pour pouvoir rouler pendant le moment de la production et aussi pour pouvoir avoir l'acquisition de tous ces équipements dont il a besoin pour son travail. Les 11 villages dans la maritime sont Lomvo, Ayakope, Djobekope, Avelebe, Bamakope, Ndeonekonji, Nyaweme, Hunukonji, Abosekwe, Tokli et Mome Aveugle Digan. Fin de la période de grâce pour les clients de la Togolaise des eaux. La compagnie annonce officiellement la reprise de ses opérations de coupure suspendues suite aux mesures restrictives imposées par le gouvernement pour mieux lutter contre la COVID-19. Les clients de la Togolaise des eaux TDE feront à nouveau face aux coupures d'eau en cas de non-paiement de facture. La coupure d'eau aux clients redevables avait été suspendue il y a 8 mois pour mieux accompagner les ménages dans la crise du nouveau coronavirus, alors que l'État avait bouclé certaines parties du pays et instauré le couvre-feu. Pour la TDE, les opérations de coupure qui débutent dans ce mois de novembre devaient permettre d'assurer la pérennité du service d'eau potable
invitant par ailleurs les clients redevables à solder leurs impayés. Il faut rappeler que plusieurs mesures avaient été prises pour accompagner les populations suite aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Outre la suspension des coupures d'eau, il y avait également sa gratuité aux bornes fontaines publiques. Les assistantes maternelles sont celles à qui des familles confient des enfants pour leur éducation et pour tout autre besoin. C'est elles qui accompagnent les familles avant et après la naissance de l'enfant contre une rémunération. Pierre Pouli nous en dit plus. L'assistance maternelle est un métier plus répandu en Europe. Contrairement à l'assistant médical qui fait partie du corps médical, les assistantes maternelles n'ont aucun lien avec le service des agents de santé. Ce sont des femmes volontaires qui aident les parents à préparer l'arrivée du bébé, assurent les consultations médicales et ce jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant. L'assistant maternel, comme on dit, on va le dire, ce n'est pas un métier mais c'est une vocation. C'est des nourrices. C'est elles qu'on appelle des assistants maternels. Celles qui aident certaines femmes dans la maison qui n'ont pas le temps d'éduquer les enfants, de s'occuper de leurs enfants. C'est ça l'assistant maternel. Il y a différents types d'assistants maternels, de la petite enfance, de la moyenne enfance et de la grande enfance. C'est-à-dire que la dame est là pour s'occuper de l'enfant à la maison. Elles sont un peu différentes des bonnes. Parce que le rôle de cet assistant maternel, c'est de s'occuper spécialement de ces enfants, de leur éducation, de faire les devoirs avec eux, d'être présent dans leur vie, de s'amuser avec ces enfants. Elle s'occupe exclusivement des enfants, des assistants maternels. Et sur d'autres cieux, en Europe, c'est bien défini parce qu'elles sont payées pour ça. C'est-à-dire qu'elles viennent aider dans la maison. Mais en Afrique, nous, on peut parler de bonnes. Donc, qui fait un peu de tout, mais joue aussi un peu ce rôle d'assistant maternel. Une assistante maternelle doit avoir une certaine maturité en matière de garderie d'enfants. Bien qu'il n'y ait pas de formation formelle pour la pratique de ce métier, les assistantes maternelles se doivent de s'armer de beaucoup d'amour et d'affection à manifester vis-à-vis des nourrices et des enfants à charge. Une assistante maternelle doit être ma mère d'abord. Elle doit être une mère. Ça veut dire que pour les femmes qui travaillent, par exemple, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, quand elle prend une assistante maternelle, celle-ci va s'occuper de son enfant pendant qu'elle sera au boulot. Déjà qu'elle est mère, elle connaît déjà les besoins, parce que c'est parce qu'elle va connaître les besoins de l'enfant, les désirs de l'enfant, tout ce que l'enfant a besoin, et connaître et éduquer cet enfant-là. Donc en Afrique, pour nous, ça serait mieux de mieux le définir, quoi. Peut-être ça donnera beaucoup de boulot pour qu'on fasse une différence entre nos ménagères et l'assistance maternelle. Parce que nous, on met le tout ensemble. Et souvent, comme je l'ai expliqué, il faut qu'elle soit mère d'avant. De fois, nous prenons des petites filles qui n'ont même pas de notion, qui ne savent même pas comment éduquer un enfant, qui n'ont pas d'enfant, ne savent pas comment éduquer un enfant. Ça, elles nous confient nos enfants. Et alors que c'est une erreur. Dans beaucoup de pays, ces professionnels de la petite enfance de 0 à 6 ans bénéficient de nombreux relais d'assistance maternelle. La journée nationale qui leur est dédiée est une occasion pour elles de se réunir entre assistantes maternelles pour partager autour de l'avenir du métier, des difficultés rencontrées, mais aussi pour des moments conviviaux. Information de la COVID-19 sur le continent. L'Afrique est confrontée à la deuxième vague de la maladie à coronavirus. Le continent a dépassé cette semaine la barre des 2 millions de cas confirmés. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique appelle à la vigilance. L'Afrique se dirige vers une deuxième vague d'infection au coronavirus. Cette prédiction pessimiste du CDC Africa intervient alors que le continent africain a dépassé cette semaine la barre des 2 millions de cas confirmés. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique appelle à la vigilance quant aux mesures de prévention. Les pays africains connaissent une augmentation inquiétante du nombre de cas. Il y a maintenant plus de 2 millions de cas de Covid-19 en Afrique. Malheureusement, pour les 48 000 personnes qui ont perdu la vie dans les 47 pays de la région africaine,
principalement l'Afrique subsaharienne plus l'Algérie, il y a plus de 1,4 million de cas signalés. Au cours des 28 derniers jours, le nombre de cas a augmenté par rapport au mois précédent dans 19 pays de la région, dont des pays comme le Kenya, l'Algérie, le Ghana et l'Angola. Alors que le monde prend espoir pour plusieurs vaccins, les responsables de santé craignent toutefois que l'Afrique ne souffre d'un achat massif par les pays riches. Plus de 20 millions de tests ont été effectués depuis le début de la pandémie, mais ils sont toujours insuffisants pour un continent d'1,3 milliard d'habitants. Une lueur d'espoir des premiers vaccins contre la COVID-19. Ils pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l'année en Europe et aux États-Unis. Les compagnies aériennes s'organisent déjà pour le transport de ces millions de doses de vaccins. Le défi est immense. Une campagne mondiale de vaccination pour près de 8 milliards d'êtres humains. Un casse-tête logistique auquel le secteur de l'aérien se prépare. Chez Air France, une task force a été mise en place depuis plusieurs semaines. Le défi majeur, maîtriser la chaîne du froid à l'aide de ces containers spéciaux. Température de conservation jusqu'à moins 80 degrés pour le vaccin annoncé par le laboratoire Pfizer. Moins 80 degrés, techniquement, c'est faisable. C'est pas le plus facile, mais c'est faisable. Pourquoi c'est pas le plus facile? C'est pas le plus facile puisque moins 80 degrés pour le maintenir sur toute la chaîne, donc du départ du laboratoire jusqu'à la clinique, c'est quand même un laps de temps qui est assez long. Ce gros porteur 777 peut emporter dans son immense soute jusqu'à 100 tonnes de fret. Mais sur toute la planète, ce sont 8000 avions comme celui-ci qui pourraient être nécessaires. Alors ça va être un grand défi sur le plan logistique, à la fois parce qu'il va y avoir des envois massifs, on saura effectivement où vont être produits les vaccins et vers où on les envoie un peu à la dernière minute. Donc ça sera également un grand challenge. Dans quelques semaines, ce sont donc des centaines de milliers de vaccins qui pourraient transiter sur la plateforme de Roissy. Une marchandise précieuse qui sera étroitement surveillée. C'est une marchandise qu'on peut imaginer qui puisse être un peu convoitée. Et c'est pour ça aussi que nous avons cette task force à l'extérieur sur la plateforme de Roissy, dans laquelle la gendarmerie est aussi tout à fait partie prenante. Autre difficulté, les délais. Les formalités de douane, les quarantaines obligatoires pour les équipages pourraient ralentir la livraison du vaccin vers certaines zones du monde. Retour sur le continent africain pour un autre sujet. En Ouganda, au moins 28 personnes ont été tuées en 2 jours lors de heurts déclenchés par une arrestation du candidat à l'élection présidentielle de janvier. Il s'agit du chanteur populaire Bobi Wine. Dans la capitale Kampala, la situation reste tendue et chaotique. Démonstration de force à Kampala, au terme de 2 jours de heurts meurtriers entre policiers et manifestants. En cause, l'arrestation du chanteur Bobi Wine, désormais candidat à la présidentielle de janvier prochain. La police ne fait que nous attaquer. Bobi Wine devrait être en train de faire campagne et de rencontrer son peuple. Mais au lieu de ça, il est en prison. Ils sont juste en train de lui faire perdre son temps. Bobi Wine a été arrêté mercredi dans l'est du pays. Selon les autorités, la star du reggae aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses meetings de campagne. Devant la prison de Nalufenya où il est incarcéré, ses supporters ont scandé des slogans jusque tard dans la nuit. Violence, pillage, destruction, vol, les protestations ont rapidement dégénéré. Près de 350 personnes ont été arrêtées. Dans certains cas, la police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. La Croix-Rouge indique avoir pris en charge des dizaines de blessés. Bobi Wine, 38 ans, a été élu député en 2017. Il est depuis devenu le porte-parole de la jeunesse ougandaise urbaine. Il a présenté sa candidature à la présidentielle comme un défi au président Museveni, candidat à un 6e mandat à 76 ans. Aux États-Unis, le président élu à l'élection présidentielle Joe Biden dénonce la grave irresponsabilité de Donald Trump qui continue sa guérilla judiciaire en dénonçant sans preuve des fraudes massives dans plusieurs États. Or, les autorités fédérales disent que ce scrutin a été le plus sûr de l'histoire des États-Unis.
Sans surprise, le recomptage en Géorgie ne change rien. Le premier dépouillement avait donné à Joe Biden une avance de plus de 14 000 voix. Victoire confirmée, avec finalement 12 280 voix de plus que Donald Trump. Mais avant même l'annonce des résultats, le camp de l'actuel locataire de la Maison-Blanche refusait toujours d'accepter la défaite et continuait de crier à la fraude. The recount being done in Georgia will tell us nothing, because these fraudulent ballots will just be counted again. We cannot allow these crooks, because that's what they are, to steal an election from the American people. They elected Donald Trump. They didn't elect Joe Biden. Joe Biden is in the lead because of the fraudulent ballots. Un déni et un entêtement qui durent, notamment sur le compte Twitter du milliardaire, et qui commence à agacer le nouveau président élu. It's hard to fathom how this man thinks. I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. Sans la moindre preuve, Donald Trump s'est lancé dans une guérilla judiciaire dans plusieurs États. Mais les recours en série n'ont pour l'instant rien donné. Certains ont d'ailleurs déjà été rejetés par les tribunaux. Le président américain poursuit quand même sa bataille et joue toujours l'obstruction en cette période de transition. Joe Biden, lui, a déjà commencé à endosser les habits de président. Jeudi, il s'est entretenu avec plusieurs gouverneurs concernant notamment la gestion de la pandémie. Retour en page nationale. La vie de couple ou de famille fait appel à plusieurs charges. Frais de nourriture, de vêtements, de santé et autres. Ces frais sont en général pris en charge par l'homme, chef de famille. En dehors de cela, certaines femmes exigent de leur mari l'argent du petit déjeuner. Que pensent les uns et les autres à propos de cette demande? Brigitte Bayakassang pour plus de précision. Il n'est plus un secret pour personne que l'homme est le chef de la famille. Ce dernier assure ce rôle en prenant les charges de la famille que sont entre autres le manger, la scolarisation des enfants, la santé des membres de sa famille. En dehors de ces charges réglementaires, force est de constater que certaines femmes, à part les frais du panier de la ménagère ou de la popote, exigent de la part de leur mari l'argent de leur petit déjeuner. Face à ces situations, les avis sont mitigés. Pour d'aucuns, cela est une obligation. En réalité, il est très important de donner le petit déjeuner à sa femme. Il y a certaines qui partent le matin et reviennent le soir. Donc, à part le petit déjeuner des enfants, il faut celui de la femme aussi. De mon côté, je donne l'argent du marché et celui du petit déjeuner. Dans certaines maisons, le petit déjeuner y est déjà. Et au réveil des enfants, il suffit juste de faire le thé. Mais dans d'autres, ce n'est pas ainsi. Et parfois même, le repas de midi est compliqué, faute de moyens. La femme ne peut pas rester affamée jusqu'au soir avec des enfants. C'est un devoir à l'homme de remettre le petit déjeuner selon ses capacités et discuter avec sa femme. Selon les normes, l'homme doit donner le petit déjeuner à part celui du marché. Je vois ça clair. Parce que le mari même, il a su qu'il est capable avant d'épouser une femme, il doit lui donner son petit déjeuner. S'il n'en a pas, ce n'est pas un problème. Mais s'il en a les possibilités, il peut donner la femme. Pour d'autres encore, la femme n'a plus droit à son argent de petit déjeuner tant qu'elle perçoit déjà l'argent du panier de la ménagère. C'est pas un truc formidable de réclamer à chaque fois son petit déjeuner à son homme, étant donné qu'il subvienne déjà aux besoins du foyer. Toutes les responsabilités sont à sa charge, ces choses-là, et que la dame lui demande encore chaque fois le petit déjeuner, je dirais dans un premier temps que c'est pas un truc bien. Mais étant donné que la dame au foyer n'a rien sous sa main comme source de revenus, il peut arriver qu'elle ait des besoins personnels pour résoudre. Et si l'homme a la possibilité de parvenir à lui donner ses petits déjeuners,
je crois qu'il est de son devoir de lui donner quelque chose, pas tous les jours, mais quelque chose qui peut aider la femme à subvenir à ses propres besoins, étant donné qu'elle-même, elle n'a rien d'ordinaire sous sa main. Notons que l'article 102 du Code des personnes de la famille stipule « Les époux contribuent aux charges du ménage et la famille à proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Si le mari ne remplit pas son obligation, il peut être contraint par la justice. » Voilà qui referme cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de l'Espérance.